bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au 15e sommet de la francophonie qui a lieu ces samedis et dimanche à Dakar au Sénégal. Vous allez pouvoir suivre la cérémonie d'ouverture en direct sur notre antenne et pour commenter cette cérémonie avec nous sur notre plateau Daoud Attal. Vous êtes consultant en développement, bienvenue. Bonjour, merci. Et également avec nous notre éditorialiste Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, bonjour. Et avant d'évoquer avec vous, messieurs, les enjeux de ce sommet, quelques indications sur la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie compte 77 États et gouvernements, membres ou observateurs. Les locuteurs du français seraient plus de 274 millions dans le monde aujourd'hui. Quant à ce sommet, 30 chefs d'État et de gouvernement sont présents et le thème de ce 15e sommet est femmes et jeunes, vecteurs de paix et acteurs de développement. Alfred, peut-être commencer en se penchant sur l'importance que revêt ce sommet. Alors, Fanny, on revient de loin. L'OIF, la francophonie vient de loin. Quand on se souvient de ses débuts, une petite organisation, mais on ne pensait pas effectivement que ça allait durer dans le temps et dans l'espace. Puis il y a eu le sommet de Moncton en Alberta, je crois, vers 2000, le sommet de Beyrouth, et ensuite les sommets qui ont suivi pour restructurer, réorganiser la francophonie. Là, aujourd'hui, effectivement, on est dans un tournant dans la mesure où l'ancien secrétaire, il faut le rappeler ici, l'OIF a connu en gros deux grands secrétaires généraux, Boutros Ghali, puis Abdou Diouf, et donc là on est à un tournant parce qu'il va passer la main, il va se retirer, il va falloir trouver un successeur de sa trempe, j'allais dire de sa carrure, mais on peut pas faire mieux que lui. Et donc, de ce tournant aussi, il y a cette question qui est au cœur de ce 15e sommet, la question de la jeunesse, la question des femmes en Afrique, de leur participation au développement de l'Afrique, parce que souvent, effectivement, ils ont été les laissés pour compte, au fond, des projets, des programmes qui ont été mis en place en Afrique pour les questions de développement. Daoud Attal, que peut-on attendre de ce sommet ? Dans le prolongement, justement, ça fait une bonne transition de ce que vient de dire Alfred. Je pense que ce qu'on peut attendre de ce sommet, c'est surtout que les chefs d'État abordent les questions économiques, en fait, je pense. Parce que c'est une institution politique à la base. Maintenant, c'est un grand nombre de pays africains composent notamment la francophonie. Et je pense que l'enjeu de ces pays-là, c'est aussi aborder des questions économiques. Parce que, 77 pays, effectivement, 274 millions d'habitants, c'est autant de bouches à nourrir, c'est autant d'attentes en matière de développement. Et je pense que ce sommet sera également un tournant dans ce sens. En tout cas, si le sommet va dans ce sens, je pense que ça peut être une bonne chose. Alfred, comme disait Daoud Attal, peut-être en tournant dans la stratégie de l'OIF vers justement une nouvelle dimension économique ? Probablement. Alors, de toute façon, il y a un débat même au sein de la francophonie, au sein des États membres de la francophonie pour savoir s'il faut prendre ce tournant économique. En disant, au fond, jusqu'à présent, effectivement, comme Tal l'a dit, c'était une institution tournée vers les questions politiques, questions de droits de l'homme, questions de démocratie, mais sans un regard sur la question économique. Or, on sait que ça fait un marché quand même immense, 77 pays, avec une immensité de population, presque 500 millions d'habitants dans tout cet espace-là. Ça fait beaucoup. Et donc, effectivement, ce tournant économique est nécessaire. Maintenant, il faut que la francophonie s'en donne les moyens. Quel est le budget que la francophonie pourrait mobiliser justement pour soutenir des programmes de développement? En l'occurrence, là, ce 15e sommet qui est placé sous le signe de la femme et de la jeunesse, quels sont les moyens que la francophonie peut mobiliser pour que dans tous les pays, en particulier les pays du Sud, des programmes, des projets soient financés de formation, d'études, de mobilité, etc., de création d'entreprises, de soutien à l'entrepreneuriat
au féminin. Donc c'est toute une série de défis comme ça qui s'opposent à cette organisation, d'autant que certains disent ça n'est pas là sa vocation initiale, d'accord, mais on est dans un monde qui est interdépendant, on n'est plus dans des cloisonnements. Alors c'est vrai qu'il y a des institutions économiques ad hoc, Fonds monétaire, Banque mondiale, les institutions de l'Union africaine, etc., les accords de partenariat avec l'Union européenne. Bon, ça fait toute une série de choses avec la Chine, avec les BRICS, etc. Comment l'OIF peut s'insérer justement dans ce maillage, dans ce dispositif-là? Voilà la vraie question aujourd'hui. Daouda Tall, effectivement, l'OIF a d'abord une vocation culturelle, puis ensuite elle a eu une vocation plus politique. Est-ce que la vocation économique, ça ne va pas amener l'organisation à s'éparpiller ? Bien, moi je pense que non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, la finalité de toute politique publique, c'est le développement. Donc finalement, si les États se réunissent au sein de la francophonie, c'est notamment pour aborder les questions liées au développement. Et pour appuyer sur ce que disait Alfred, le budget de la francophonie aujourd'hui, c'est 85 millions d'euros. Donc ça fait à peu près 55 milliards de francs CFA. Bon, c'est composé essentiellement de contributions d'États membres de la francophonie. Je pense que les trois plus grands contributeurs, c'est la France, la Belgique, en tout cas c'est deux grands contributeurs. Et c'est essentiellement le fonds multilatéral unique qui est une caisse commune en fait. Et c'est à partir de ce budget-là que les États francophones développent des programmes d'éducation liés à la santé, etc. Moi, ça me paraît être un budget quand même qui aujourd'hui ne peut pas répondre à tous les enjeux des pays en développement qui sont membres de la francophonie. Maintenant, on peut appuyer sur on peut faire un plaidoyer politique en faveur des pays en voie de développement au sein même de la francophonie, notamment au sein des institutions ad hoc, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Mais je pense que c'est pas le budget en tant que tel de la francophonie qui peut répondre aux nombreuses attentes des populations des pays membres de la francophonie. Par contre, on peut appuyer sur le levier politique pour avoir des avancées économiques dans l'espace de la francophonie même. Je pense que ça, c'est un enjeu de taille. Alors, Alfred, avant de revenir à l'enjeu, à la dimension économique, on va revenir sur, parce qu'on voit que les chefs d'État sont en train de s'installer à Dakar, sur l'absent de ce sommet qui est la Centrafrique. Que pensez-vous de la suspension de la Centrafrique des instances de l'OIF ? Bon, comme tout le monde sait, Fanny, la Centrafrique traverse une crise politique majeure, mais pas seulement politique, puisqu'elle est aussi sociale, elle est économique, elle est culturelle au fond. Depuis l'indépendance de la Centrafrique, il y a eu toute une série de coups d'État. C'est un pays qui n'a jamais connu de stabilité durable, longue. Et que cette dernière a failli emporter complètement l'État, la nation centrafricaine. Donc, on comprend effectivement que l'OIF ait décidé la suspension de la Centrafrique jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'au moment où tous les protagonistes centrafricains vont apprendre à respecter leurs paroles, leur engagement, en l'occurrence pour la paix et pour la réconciliation, et puis pour la mise en place justement des structures qui amèneraient vers des élections libres et transparentes. Ça en prend le chemin petit à petit, c'est très compliqué pour Catherine Samba-Panza, mais elle est en train de faire du mieux qu'elle peut pour aller jusqu'au bout. Alors, il y a bien sûr le soutien des missions des Nations Unies, ancienne mission de l'Afrique centrale, pour stabiliser la Centrafrique. Mais je pense qu'on aurait pu quand même imaginer qu'il y ait une délégation centrafricaine quand même à ce sommet, d'autant que c'est une présidente qui est à la tête de ce pays pour assurer la transition et amener vers des élections libres et transparentes. On aurait pu quand même permettre qu'une délégation vienne, même si officiellement il y a cette suspension qui est là. Alors justement, est-ce que c'est un désaveu de la transition ? Non, ça n'est pas un désaveu de la transition. Je pense qu'on voudrait continuer à faire pression justement sur tous les protagonistes centrafricains afin qu'ils
deviennent finalement responsables, qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport aux attentes des Centrafricains qui en ont assez de continuer à souffrir comme ça depuis l'indépendance de ce pays-là. Alors petit à petit, les mentalités sont en train de changer, même s'il y a des résistances, des groupes terroristes, de ces bandits qui ont déstabilisé le pays. Et puis de l'autre côté, effectivement, où les politiques commencent à se dire, effectivement, il faut qu'à un certain moment, on arrête de nous déchirer entre nous, qu'on mette en avant l'intérêt suprême du pays pour aller vers justement ces élections et vers la mise en place d'un gouvernement légitime et responsable. Daoud Attal, qu'en pensez-vous? Est-ce que la voix de la francophonie peut être entendue en matière de bonne gouvernance, de paix, de sécurité? Oui, tout à fait. Moi, je pense que la francophonie a un rôle à jouer à ce niveau. Bon, on le voit à chaque fois qu'il y a un conflit dans un pays membre de la francophonie, il y a une déclaration qui est faite par le secrétaire général, il y a une commission qui est désignée en général pour négocier avec les responsables de ces pays. Donc, je pense qu'il y a un plaidoyer intéressant qui peut être fait à ce niveau-là par la francophonie. Et déjà, le fait que ces pays-là se retrouvent dans un même espace politique qu'est la francophonie, ça favorise aussi quelque part le dialogue entre ces pays. Là, on va avoir plusieurs chefs d'État qui se réunissent à Dakar. C'est l'occasion aussi, il me semble, de raffermir les liens entre les États qui partagent la langue française. Je pense que c'est un outil politique qui peut aussi être efficace dans la résolution des conflits, même si aujourd'hui, ce n'est pas l'outil majeur, il faut le reconnaître. Alfred, justement, est-ce que la voix de la francophonie se fait vraiment entendre en matière de sécurité? Est-ce que ça ne tient pas plutôt à la personnalité d'Abdou Diouf? Alors, on pourrait le croire, Fanny, mais la francophonie agit souvent dans l'ombre. C'est pourquoi ces actions d'appui, de soutien ne sont pas visibles. De l'autre côté, la francophonie en tant qu'organisation n'a pas de moyens humains d'intervention. C'est pourquoi on préfère la diplomatie avec les différents États, les différents protagonistes qui sont impliqués dans les conflits. Parfois, il y a des missions qui sont envoyées justement. Ça n'est pas une mauvaise chose, mais il faut quand même que la diplomatie de l'OIF devienne visible quand il y a des conflits, pour faire que justement, d'abord, tous les membres et les peuples de ce vaste ensemble puissent voir réellement les actions concrètes diplomatiques d'appui, de soutien ou d'interpellation des dirigeants ou des protagonistes au conflit. Mais en même temps, je crois que l'une des difficultés vient du fait que les membres africains de l'OIF sont aussi membres de l'Union africaine et que donc parfois il y a des interférences des actions. Il faut créer plutôt une synergie entre l'OIF et l'Union africaine, renforcer les relations entre ces différentes organisations pour que justement il y ait des actions communes, mais plutôt que des actions qui se chevauchent ou qui sont contiguës mais qui n'ont rien en commun. Donc du coup là, la diplomatie de l'OIF peut être efficace. Alors, Alfred et Daoud Attal, on va peut-être voir l'arrivée des chefs d'État. Donc voilà, à Dakar, les chefs d'État qui s'installent. Donc on voit Macky Sall, le président sénégalais, qui accueille les différentes personnalités. Abdou Diouf, le secrétaire actuel de l'OIF. Joseph Kabila aussi. Daoud Attal, qu'attend-on du nouveau secrétaire général de l'OIF? Abdou Diouf qui va laisser la main. Le nouveau secrétaire général de l'OIF, je pense que ce qu'on attend de lui, ou d'elle finalement, puisqu'il y a une femme candidate, c'est d'abord de s'inscrire dans la continuité, parce qu'il me semble que il y a eu un consensus sur le fait que Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, a marqué de façon positive ses mandats au sein de la francophonie. Bon, ça, c'est les analyses qui sont faites. Je pense que donc la continuité est importante, garder le cap à ce niveau-là, et puis renforcer les liens entre les membres, ça me semble important, s'orienter également un petit peu plus vers le développement, les questions économiques. On sait que le budget de la francophonie, 75% du budget apparemment est dédié au programme de développement dans les pays. Mais ce qui était à la base le but
ultime, le but premier de promotion de la langue française, aller au-delà de ça. Ça me semble important que le nouveau secrétaire général s'investisse dans ça. Alors messieurs, on va aller à Dakar, au Sénégal, où la cérémonie d'ouverture donc de ce 15e sommet de la francophonie a débuté. Je vous propose, en refermant ce dictionnaire de la langue française, d'ouvrir le 15e sommet de la francophonie de Dakar. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, je vous en prie. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs, chers amis, distingués invités, 25 ans après le sommet de Dakar de 1989, le Sénégal se réjouit d'accueillir à nouveau la communauté francophone. En mon nom, au nom de mes compatriotes, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au pays de la Teranga. Au cœur de la ville de Diamniadio, en gestation, ici, nous sommes presque à mi-chemin entre le royaume d'enfance et la dernière demeure d'un des illustres pères fondateurs de la francophonie, le président poète Léopold Sédar Senghor. Dans le souffle des anciens, un classique de la poésie africaine, mon compatriote, l'écrivain, conteur Birago Diop, renseigne que ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Oui, par leur œuvre pionnière, Senghor et ses compagnons sont vivants pour la francophonie. Qu'ils reçoivent par ma voix notre message de gratitude pour leur rôle historique dans le rassemblement de la famille francophone. Nous tenons ce sommet au moment où des pays de la sous-région ouest-africaine, dont certains membres de l'espace francophone, font face à l'épidémie d'Ebola. Je leur exprime notre solidarité agissante. J'appelle tous les membres de notre organisation à se joindre aux efforts en cours en soutien à ces pays amis et frères. Chers collègues, mesdames et messieurs, à l'origine était la francophonie comme convergence autour d'une langue que nous avons en partage, dans le respect de nos diversités linguistiques et culturelles. Senghor aimait la définir comme cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. C'est ce legs. Sur ce legs, nous avons édifié
la francophonie des valeurs universelles, expression de notre attachement commun à la liberté, à la démocratie et au respect des droits de l'homme. Puis a pris forme la francophonie institutionnelle, une organisation structurée, assumant des missions sans cesse croissantes dans un monde en mutation rapide et complexe. Que de chemin parcouru entre ce qui était alors l'Agence de coopération culturelle et technique et l'OIF de nos jours. Aujourd'hui, nous avons franchi l'étape encore plus exigeante de la francophonie des peuples. Plus exigeante parce que la langue, la culture, les valeurs universelles et l'édifice institutionnel qui les porte ne peuvent vivre et s'épanouir que par et pour les peuples qui les incarnent. C'est tout le sens du thème que le Sénégal, pays hôte, a proposé pour notre sommet. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Nous souhaitons par ce thème donner à notre communauté l'occasion d'un échange orienté sur l'action en faveur de deux composantes majeures de nos sociétés. Que serait en effet le monde sans la force vitale des femmes, son autre moitié, et sans l'enthousiasme et la dynamique de sa jeunesse, son avenir. Et pourtant, les femmes et les jeunes sont encore les plus exposés en temps de conflit et les plus vulnérables en temps de paix. Pour beaucoup, les droits et libertés, le progrès économique et social, loin d'être une jouissance ou l'espoir d'un lendemain meilleur, relèvent plutôt d'un combat incertain pour la vie. Je pense aux violences spécifiques sur les jeunes et les femmes. Je pense aux discriminations de toutes sortes dont ils sont victimes. Je pense aux inégalités qui limitent leur accès aux soins de santé, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, aux sources de revenus, à la propriété et au pouvoir décisionnel. Oui, la francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques et de nos efforts conjugués. Car les jeunes et les femmes sont le cœur de nos sociétés. Ils sont le cœur de nos projets. Ils sont le cœur de nos ambitions et le cœur des défis que nous devons relever ensemble. Contre la guerre et la violence, agissons pour la paix, la sécurité et la stabilité. Contre l'ignorance et les dérives extrémistes, édifions des systèmes d'éducation et de formation aptes à résoudre les problèmes du chômage et de la marginalisation sociale. Contre la dégradation de notre environnement, prenons la pleine mesure de nos responsabilités pour un développement solidaire et durable. J'engage à cet égard la communauté francophone à rester mobilisée pour le succès de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique prévue en 2015 à Paris. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'avenir de la francophonie des peuples
se trouve dans son riche potentiel. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, une population jeune, notamment en Afrique, et des ressources naturelles considérables. Mais seule notre volonté commune de coopérer dans un esprit de partenariat solidaire et complémentaire transformera ce potentiel en opportunité. La francophonie des peuples, c'est certes la langue et la culture, la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. Mais la francophonie des peuples, c'est aussi les échanges économiques et commerciaux. C'est la mobilité dans l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. C'est la technologie au service du plus grand nombre. Voilà ce qui constituera le ciment de notre édifice pour l'avenir. Voilà ce qui rendra l'espace francophone plus fort, plus attractif et plus influent. Voilà ce qui fera que les générations actuelles et futures nourrissent pour la francophonie la même passion et le même attachement que les pères fondateurs. C'est surtout cela l'esprit de la francophonie des peuples. Enfin, m'adressant à vous, Président Abdou Diouf, je voudrais vous rendre un hommage vibrant pour votre contribution inestimable à l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président Abdou Diouf, l'assise institutionnelle de l'OIF, le cadre stratégique décennal de Ouagadougou, les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, textes normatifs de notre vision pour la paix, la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, portent tous votre marque indélébile. Devant la communauté francophone et le peuple sénégalais que vous avez tant servi, en reconnaissance de votre œuvre, je donne votre nom à ce magnifique centre international de conférence le miroir des baobabs qui s'appellera Merci beaucoup. Je termine ce centre magnifique, édifié sur 58 hectares, miroir des baobabs qui s'appellera désormais Centre international de conférence Abdou Diouf, qu'on prononcera CICAD, s'il vous plaît. Une façon, Monsieur le Président, de vous dire Djeredjeuf, merci en langue nationale Wolof. Je souhaite plein succès à nos délibérations.
De retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée au 15e sommet de la francophonie. Vous avez pu suivre en direct le début de la cérémonie d'ouverture avec la partie musicale et bien sûr le discours d'ouverture prononcé par le président sénégalais Macky Sall. Alfred, qu'avez-vous retenu de ce discours? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, mais beaucoup aussi de gratitude de la part de Macky Sall vis-à-vis d'abord des pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor et les autres, et puis cet hommage ultime à Abdou Diouf. Mais je retiens particulièrement l'esprit d'avenir qu'il a voulu insuffler justement à la francophonie après Abdou Diouf, et qui tourne autour effectivement de la jeunesse et de la femme en Afrique, mais aussi en la transformation de la francophonie finalement en un espace économique et non plus seulement au fond l'espace culturel, l'espace linguistique, l'espace démocratique politique qui était la francophonie. Ça, ce sont des acquis. Maintenant, il faut transformer, passer à un autre stade, le stade de la construction d'un espace économique, et ça, c'est très important. Daoud Attal, le président sénégalais Macky Sall il a évoqué à plusieurs reprises la francophonie des peuples. Est-ce que c'est une manière de faire la rupture avec ce qu'on appelait avant la francophonie des élites finalement? Oui, je pense que le mot est approprié. C'est un discours de rupture finalement, parce que on avait l'habitude d'entendre dans les discours des sommets la culture, la langue française, etc. Bon, ce discours est toujours présent, sauf que là, on sent quand même une volonté d'aller plus vers les questions économiques, les questions de développement. La francophonie des peuples, qui a été cité, le terme a été cité plusieurs fois par le président Macky Sall, et en fait, pour lui, justement, c'est selon ces termes, c'est la condition pour que la francophonie soit plus forte, plus attrayante. Donc là, on sent bien c'est quoi la francophonie des peuples, c'est le progrès économique et social, c'est la lutte contre les discriminations dont sont victimes les jeunes et les femmes, c'est également la lutte contre les inégalités, etc. Donc je pense que là, il y a un tournant, en tout cas, qui est manifesté par la volonté du président Macky Sall dans son discours. Alfred, peut-être un mot sur cette notion de francophonie des peuples? Alors, jusqu'à présent, effectivement, on a focalisé l'accent sur des questions institutionnelles. Et au fond, aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement, où on prend de plus en plus conscience que l'espace francophone, ça n'est pas seulement les institutions, ça n'est pas seulement les hommes et les femmes politiques, c'est aussi des citoyens, des hommes et des femmes qui sont impliqués dans la vie réelle et qui doivent être le moteur, justement, des actions politiques, des actions publiques de la francophonie. Et donc, la francophonie des peuples aujourd'hui, ça voudrait dire, dans le langage dans la bouche de Macky Sall, sortir justement simplement des discours, des incantations, traduire cela réellement dans le quotidien des peuples qui vivent dans la plupart de ces pays francophones, dans les 77 qu'on a évoqués ici. Et pour que cela soit effectif, il faut mettre l'accent justement sur ce qui fait beaucoup défaut, notamment pour la jeunesse et les femmes, l'employabilité, la formation, l'éducation, l'ouverture justement de l'accès à la propriété, l'accès à l'entrepreneuriat. Donc voilà ce que, dans son entendement, peut devenir justement la francophonie aujourd'hui à partir des acquis qui sont là. C'est pourquoi justement, au fond, il montre qu'il n'y a pas d'un côté, effectivement, jusqu'à présent ça a fonctionné comme ça, mais pour lui, il n'y a pas d'un côté justement les institutions, les représentants de ces institutions et le peuple de l'autre. Il faut que cela s'articule, qu'on travaille ensemble pour que justement les peuples soient, mais vraiment la dynamique de cette francophonie. Alfred, je vais vous interrompre. On va retourner à Dakar, au Sénégal, pour la suite de la cérémonie d'ouverture avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. La francophonie. Distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, 2 ans après le sommet de Kinshasa, qui s'était inscrit dans le prolongement de celui de Montreux, et ce après que nous ayons été successivement à Bucarest et à Québec, nous voici à Dakar. Tous mes pairs, chefs d'État et de gouvernement venus
de 4 coins du monde et moi-même en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que Dakar est la capitale du Sénégal, pays cher à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie, et que donc, pour nous francophones, ce voyage est une sorte de pèlerinage. Nous le sommes aussi à cause de l'accueil qui nous a été réservé. Un accueil dont la chaleur démontre que la francophonie est véritablement une famille et qui fait sentir à chacun et à tous non seulement que nous sommes les bienvenus au Sénégal, mais aussi que nous y sommes chez nous. Aussi voudrais-je, avant toute autre chose, en mon nom, comme en celui de tous mes pères, dont je salue la nombreuse présence, ainsi que la décision de tenir successivement 2 sommets de la francophonie en Afrique. Remercier chaleureusement le président Macky Sall, le gouvernement et le peuple sénégalais pour cet accueil mémorable et pour toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. J'associe à ce remerciement les experts de tous les États et gouvernements membres, le secrétariat de notre organisation, les opérateurs directs de la francophonie et tous ceux qui 2 années durant ont œuvré à l'organisation de présentes assises. Sans leur précieux concours, la fête n'aurait pas été parfaite. Mention spéciale aux plus éminents d'entre eux, notre secrétaire général, le président Abdou Diouf, à qui je rends un hommage appuyé pour l'élan sans précédent qu'il a imprimé à la francophonie durant son mandat et pour sa contribution insigne au rayonnement de plus en plus fort de notre organisation. Nous sommes nombreux francophones de tous horizons qui, si nous pouvions arrêter le temps, aurions souhaité retarder son départ. Faire à cet égard le constat de notre impuissance, c'est aussi prendre conscience du défi immédiat qui nous interpelle. Celui de lui trouver non un remplaçant, car on ne remplace pas Abdou Diouf, mais un successeur à même d'incarner les valeurs de la francophonie et l'espérance qu'elle porte. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, forte de sa spécificité, à savoir la langue française et les valeurs qu'elle véhicule, et après les avancées remarquables qu'ont représentées les conclusions de précédentes conférences de chefs d'État et de gouvernement, singulièrement les déclarations de Saint-Boniface, de Bamako et de Hanoï, socle de sa philosophie politique. Notre organisation a poursuivi sa mue en ouvrant à Kinshasa l'ambitieux chantier d'une francophonie économique en phase avec les exigences du développement durable. Nous sommes heureux d'annoncer qu'au terme de 2 longues années de maturation, à la faveur tant de réunions statutaires de ces organes
et de concertation ministérielle ad hoc consacrée à des thématiques spécifiques, dont le changement climatique. La francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Les efforts déployés à cet effet ne l'ont pas été au détriment de ceux normalement requis pour la défense de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de l'état de droit et des droits humains, la prévention des conflits et la gestion des crises dans les États membres de notre espace. Ainsi, au chapitre des questions relatives à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme, mérite d'être noté, au cours de ces 2 dernières années, les multiples efforts d'accompagnement déployés par notre organisation en signe de solidarité au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en République centrafricaine, au Madagascar, en Égypte, en République démocratique du Congo et tout récemment au Burkina Faso. Dans un monde en perpétuelle mutation, la paix, le bien-être, le développement sont des quêtes permanentes. Quelque positif qu'il soit, un bilan ne devrait donc pas être vécu comme une fin dont on est satisfait, mais plutôt comme un tremplin pour de nouvelles conquêtes. C'est le sens du vœu exprimé à Kinshasa par les chefs d'État et de gouvernement de voir, à l'occasion de leur conférence biannuelle, s'instaurer entre eux des débats sur les questions internationales d'actualité et sur celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Ce 15e sommet s'inscrit précisément dans cette optique. D'abord en vous invitant à focaliser nos réflexions sur un thème à la fois pertinent et interpellateur, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Ensuite, en nous proposant une résolution sur la lutte contre la maladie à virus Ebola qui a endeuillé certains de nos États membres et qui représente une menace pour l'espèce humaine partout à travers le monde. Mais aussi en soumettant à notre examen et sanction le cadre stratégique de notre action commune pour la période 2015-2022, ainsi qu'une programmation de projets concrets à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Je voudrais espérer que nous sortions de ce sommet mieux outillés pour garantir, dans le domaine de la préservation de la paix, de la bonne gouvernance, de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, de la valorisation de femmes et de jeunes, de l'éducation et de l'innovation, ainsi que du développement local, une ère de solidarité francophone plus renforcée et plus efficace. Plein succès à nos travaux. Mesdames et messieurs, je vous remercie.